Une roue en titane, de la ferraille et les débris d'une sonde lunaire. Des sacs d'immondices, des médailles commémoratives et des drapeaux défraîchis. Une balle de golf et l'empreinte d'un pied. Autant d'indices laissés au sol qui peinent à témoigner de la compétition acharnée que se sont livrés l'URSS et les États-Unis pour la conquête de la Lune. L'Union soviétique engage la bataille dans la nuit du 4 octobre 1957 dans la région de Baïkonour. Une fusée haute de 30 mètres s'élève au-dessus du brouillard glacé de la mer d'Aral. Elle libère le premier Spoutnik. Une station d'écoute américaine capte le signal du satellite. C'est la guerre froide et le monde entier est sidéré. Ce vol d'1h30 fait plus pour l'URSS que 40 années de propagande. Le communisme montre sa supériorité sur le capitalisme, annoncent les soviétiques qui savourent leur triomphe. Le New York Herald Tribune titre sur la grande défaite des États-Unis. Un mois plus tard, Nikita Khrouchtchev, le maître de l'URSS, récidive. Et pour fêter le 40e anniversaire de la révolution bolchevique, le concepteur du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev, envoie Laïka dans l'espace à bord de Sputnik 2. In a masterpiece of propaganda timing, the Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. Yet behind the scientific success lies a grim military warning. The rocket is capable of carrying a ton and a half hydrogen bomb overhead. La psychose s'empare du monde libre. Et les États-Unis redoutent des bombardements soviétiques venus du ciel. Les soviétiques ne révéleront pas que Laïka, leur nouvelle héroïne, n'a pas survécu au vol. Deux mois après Sputnik 1, une fusée Vanguard de l'US Navy explose sous les yeux des autorités. Les derniers mois de l'année 1957 sont cruels pour les Américains. Sarcastique, Khrouchtchev envoie ses condoléances. L'Amérique est KO debout. Alors, le président Eisenhower annonce la création de la NASA, une agence aéronautique confiée désormais à des civils. Son objectif est d'organiser la riposte en envoyant un homme dans l'espace avant l'URSS. C'est Wernher von Braun qui prend la direction du programme Mercury. Avec Korolev, son rival soviétique, ce sera 10 années d'une lutte âpre. Les futurs conquérants américains vont être choisis parmi 5000 candidats, majoritairement des pilotes de chasse de l'armée américaine. Au Dolly Madison House de Washington, les 7 astronautes sélectionnés sont présentés à la presse. These ladies and gentlemen are the nation's Mercury astronauts.
Which of these men will be first to orbit the Earth, I cannot tell you. Souriez, souriez, leur souffle-t-on depuis les coulisses. Ils s'appellent Slayton, Carpenter, Cooper, Schirra, Shepard, Grissom et Glenn. Les télévisions retransmettent l'événement en direct. Well, all 7 of the men are officers and test pilots, 3 Air Force, 3 Navy, and 1 Marine. All are volunteers. I thought my father would be one of the 7 that was going to be picked. How did you figure that? I just thought so. Une adulation pour des héros qui n'ont encore rien accompli. Les 7 sont désormais entre les mains de la presse. Ils ne sont pas préparés à une telle publicité. Ils ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres dans le conflit de Corée. Ils sont devenus pilotes d'essai sur des bases perdues en plein désert. Un métier de casse-cou où les pertes avoisinent les 50%. Humiliés par Spoutnik, ils sont prêts à risquer leur vie pour la patrie. Le magazine Life a obtenu l'exclusivité de l'histoire intime de l'aventure spatiale. Les astronautes recevront chacun 25 000 $ par an. Dès la parution du magazine Life du 14 septembre 1959, John Glenn devient aussitôt le chouchou de l'Amérique. Tel un évangéliste, il parle haut en affirmant qu'il ne serait rien sans Annie, sa femme. Une semaine après la une des astronautes, paraît celle de leurs épouses. Par contrat, elles doivent livrer leur vie de couple et leurs pensées intimes, que reporters et photographes sont chargés d'idéaliser. Elles symbolisent la femme américaine parfaite. Life veut les montrer en fait du logis exemplaire. C'est l'épouse de John Glenn, Annie, qui correspond le mieux à cette image. Leur entraînement débute sur la base de Langley, en Virginie. Les essais se tiendront en Floride, à Cap Canaveral. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Get up, don't tell them why. Get up into the sky. Le Cap est une immense friche aride, interdite aux épouses. Le travail y est rude. Et le soir venu, les astronautes aspirent à se divertir. Ils rejoignent Cocoa Beach, la ville la plus proche, à la merci de flatteurs qui les régalent et leur présentent des filles. Au volant de voitures de sport, ils se lancent des défis dans de longues virées arrosées. La compétition est rude, tant sur le plan sportif qu'avec le sexe féminin. Sous le feu constant des photographes, ils sont des cibles fragiles. John Glenn, lui, fait bande à part. Il se couche tôt et fait de l'exercice dès le lever du jour. Son regard franc raconte une histoire, celle d'un homme pétri de principes. L'astronaute doit être irréprochable. Ces leçons de morale agacent ses partenaires, mais l'Amérique n'accepterait ni scandale, ni divorce. Amis ou rivaux, tous se posent la même question. Qui sera le premier dans l'espace? Glenn est le favori des médias. Les 7 visitent les sites de la NASA. À San Diego, où ils découvrent la fusée Atlas, et à Saint-Louis pour tester le futur vaisseau spatial.
La médiatisation à outrance draine des fonds colossaux en provenance des industriels et des sénateurs. Lorsqu'ils découvrent la capsule Mercury, l'un d'eux fait remarquer « Cette chose n'a pas d'aile ?» C'est là qu'ils exigent un hublot, comme dans les avions, ainsi qu'une trappe manuelle pour sortir en cas d'urgence. Ils sont des pilotes, et non pas des rats de laboratoire. En dépit des efforts de la NASA, l'URSS conserve la maîtrise des missions spatiales. Les sondes soviétiques Luna subissent de lourdes pertes, mais imposent leur leadership. Luna 1 rate de peu la Lune. Avec Luna 2, une machine fabriquée par l'homme atteint pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un autre astre. Le jour même, Nikita Khrouchtchev, en voyage officiel aux États-Unis, apprend le succès de ses ingénieurs. Il offre ironiquement au président Eisenhower une réplique de Luna 2 et lui déclare « Sur la Lune, le drapeau soviétique accueillera le vôtre car nous serons les premiers. » Lorsque John Fitzgerald Kennedy lui succède en 1960, les astronautes s'inquiètent. Kennedy va-t-il garder le programme Mercury ? La veille de l'investiture du nouveau président, John Gilroth, le responsable du projet, convoque les 7 astronautes. Il leur demande de désigner celui qui sera le premier astronaute. Pour garder une chance d'être élu, chacun vote pour n'importe qui, sauf pour Glenn. C'est finalement Shepard qui est choisi. Grissom et Glenn sont remplaçants. Le secret doit être gardé jusqu'au jour du départ. C'est un camouflet pour Glenn. Le concurrent battu rentre chez lui à Dallas. On ne devine rien de sa peine. La radio de bord diffuse le serment du nouveau président. Cet homme blessé sera l'équipier exemplaire d'Alan Shepard. Et lorsqu'un reporter menace de révéler qu'un des leurs a fréquenté une prostituée mexicaine, Glenn convainc le journal de ne pas publier l'information. Mais il prévient l'équipe, nous devons réussir ensemble. Malgré sa déception, Glenn reste un homme droit. Pour brouiller les pistes, les astronautes accomplissent les mêmes tâches. Les journalistes spéculent sur le nom du partant. Glenn ne quitte pas son sourire contraint de favori. À peine perçoit-on un brin d'amertume lorsque les caméras se détournent de lui. Le vol de Shepard est programmé pour janvier 1961. Mais Von Braun va en décider autrement. Le 31 janvier, un chimpanzé est envoyé dans l'espace. Il s'appelle Chang. Pour faire plus américain, on le rebaptise Ham. Il vient du Cameroun et il a 5 ans. Coincé dans la capsule, son rôle est de pousser un levier. Lorsqu'il réussit, il est récompensé par des granulés de banane. Et s'il se trompe, c'est une impulsion électrique qui le secoue. Un vol de 6 minutes à 250 km d'altitude. Et voilà comment le premier astronaute américain est un singe. Au retour, Ham se montre agressif. Alors on lui administre un calmant pour le présenter à la presse. La grande aventure du singe, tel est le nom donné à ce vol. Et l'opinion publique ridiculise les astronautes.
À l'aube du 12 avril 1961, le rédacteur en chef d'un quotidien réveille le patron de la NASA. Ce dernier lui répond « Mais on est tous en train de dormir ici !» Dans la matinée, le journal titre « Un cosmonaute soviétique vole dans l'espace et les États-Unis dorment ». « Tu vas être le premier homme dans l'espace », lui a-t-on dit ce matin-là. L'homme en question s'appelle Yuri Gagarin. Il a 27 ans, il est le fils d'une laitière et d'un charpentier. Khrouchtchev a choisi ce jeune pilote de chasse parce qu'il représente le mieux l'idéal communiste. La capsule Vostok de 5 tonnes est minuscule et Gagarin y loge à peine. Ému, il confie « Toute mon enfance, j'ai rêvé de cet instant ». Il survole le Japon, puis l'Alaska, où une station d'écoute américaine enregistre sa conversation avec Korolev, le chef des vols soviétiques. Le vol a duré 108 minutes à la vitesse de 28 000 km par heure. De retour sur Terre, Gagarin déclare « Je n'ai pas rencontré Dieu ». Seul à réagir, John Glenn. On a reçu une déculottée. Ça ne sert à rien de se fermer les yeux. Il ravale la rage de ne pas être le premier. Cinq jours plus tard, Kennedy essuie un échec cuisant à Cuba. Une tentative de débarquement d'anticastristes dans la baie des Cochons. Il a cautionné cette opération de la CIA, même s'il n'en est pas à l'origine. Il endosse la colère du monde entier. Et son image en est affectée. Le 2 mai 1961, il pleut abondamment sur Cap Canaveral. Dans le hangar S, Alan Shepard s'est réveillé à 1h du matin. Toute la nuit, il a fait des cauchemars de fusées qui s'écrasent. Alan est tendu. Que les médecins détectent la moindre infection et John Glenn, sa doublure, le remplacerait. Au petit déjeuner, il avale jus d'orange, filet mignon au bacon et œufs brouillés. À 5 heures du matin, les journalistes ne connaissent toujours pas le nom du partant. Mais Glenn reste leur favori. La pluie n'a pas cessé, alors le vol est reporté. Shepard redescend. Il boit un verre de cognac, c'est fini pour aujourd'hui. Il faut 48 heures pour vider l'oxygène liquide qui alimente les moteurs de la fusée Redstone. La NASA décide alors de révéler l'identité de son premier astronaute. Shepard en est soulagé. Alan B. Shepard was in the pilot preparation area waiting for instructions, but Mother Nature wouldn't cooperate. Le scénario se répète 3 jours plus tard. Nouveau réveil d'Alan au milieu de la nuit. Alan téléphone à son épouse Louise et pour la détendre, il lui promet de lui faire un petit coucou par le hublot. « Reviens-nous vite, mon chéri, je t'aime. » Louise sait qu'il risque sa vie, mais elle ne veut pas sombrer dans l'angoisse. Elle a confiance en Alan. Left the Mercury astronaut hangar
specially equipped transportation van, and then he journeyed to the Shepard lève la tête. Il veut fixer cette image dans sa mémoire. Glenn plaisante avec Alan. Il lui passe un mot, interdit de jouer au baseball pendant le vol. Bateaux et hélicoptères sillonnent la zone de l'amérissage. Pour les 300 journalistes, le suspense est entier. Un homme est enfermé dans une capsule et le tout risque d'exploser. Près de 500 000 personnes prient pour Freedom 7, le nom que Shepard a donné à son vaisseau spatial. Un reporter commente « Il a l'air si seul là-haut ». Une première interruption de 4 heures. Au bout de quoi, Alan ressent l'envie pressante d'aller aux toilettes. Le vol devait durer 15 minutes uniquement, mais avec l'attente... La salle de contrôle hésite, puis lui donne la permission de se soulager sur place, malgré le risque d'un court-circuit. Le compte à rebours reprend. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. All Roger, lift off and the clock is started. Yes, sir, reading you loud and clear. This is Freedom 7, the fuel is go, 1 minute go. This is Freedom 7, the fuel is go, 1.2 G, 7 at 14 PSI. Shepard a passé quelques minutes seulement dans l'espace, à 187 km d'altitude. Hello, Capcom 307. How do you read? Main chute is good. Rate of descent is reading about 35 feet per second. Un hélicoptère récupère Shepard dans l'océan Atlantique et le dépose sur le porte-avions Champlain. Ingénieurs et médecins prennent Alan en main. Le vol de Shepard n'a pas eu le retentissement espéré. Gagarine lui a fait de l'ombre. Alors la Maison-Blanche surjoue l'exploit et fête le premier astronaute américain avec Fast. Today even surpasses last Friday. And as a matter of fact, I got far less sleep last night than I did the night before the flight. Le président souhaite effacer son échec de la baie des cochons par une annonce spectaculaire. Il questionne le vice-président Lyndon Johnson en charge du programme spatial. L'ingénieur Von Braun inspire la réponse. Oui, il est possible d'envoyer un homme sur la Lune dans la décennie. Le succès de Shepard rejaillit aussi sur son épouse. Louise est fascinée par le chic de Jackie Kennedy. Ensemble, elles visitent la Maison-Blanche. À son retour au Texas, Louise pourra répondre aux autres épouses d'astronautes qui veulent savoir comment était Madame Kennedy. Elle me ressemble. Et comme moi, elle chose du 42. Toutes sont jalouses de la première dame de l'espace.
Kennedy annonce son ambition d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Le Sénat vote les crédits du programme Apollo à l'unanimité. Kennedy est fou, dit-on chez les astronautes. On n'a ni fusée ni capsule pour y aller. Une semaine plus tard, JFK rencontre Khrouchtchev en Europe, à Vienne. Khrouchtchev demande brutalement le retrait des troupes américaines de Berlin-Ouest. Il prétend opposer plus de 1000 missiles face à l'Ouest, mais il bluffe. Les services secrets américains en ont les preuves. Puis Khrouchtchev se fait amical et offre à Jackie Puchinka, le chiot supposé d'une passagère de Sputnik 5. Un mois et demi plus tard, la deuxième mission, celle de Gus Grissom, s'annonce comme le reflet de la précédente. De tous, Gus Grissom est le plus rebelle. C'est un fils de cheminot de 35 ans qui a travaillé dur, combattu en Corée et qui entend gérer sa vie de famille à sa guise. Avec lui, les reporters ne sont pas à la fête. Grissom ne coopère pas, au grand désespoir de la NASA. Il estime ne pas atteindre la perfection de Glenn ou de Shepard, mais c'est un technicien hors pair. Grâce à lui, son vaisseau, le Liberty Bell, est équipé d'une trappe de sortie manuelle et d'un véritable hublot qui lui permettra de voir la Terre. La fusée Redstone n'a pas la puissance pour propulser une capsule en orbite terrestre. Et contrairement aux Russes, Gus n'atteint que 185 km d'altitude. Vu d'en haut, la beauté des paysages lui coupe le souffle. Il frôle la tachycardie. Roger, flight, area Charlie, at 9+20. L'amérissage se déroule normalement. Soudain, la porte de la capsule saute et l'eau submerge la capsule. Gus se noie. Il s'extrait avec peine, fait des signes de détresse que l'on prend pour des saluts amicaux. La capsule est perdue. Aucune information, aucune photo ne survit au naufrage. Les ingénieurs le tiennent pour responsable de ce gâchis. On l'accuse d'avoir perdu son sang-froid en ouvrant la porte prématurément. « Cette saloperie s'est déclenchée toute seule », répète-t-il. Au téléphone, la première chose que son épouse lui demande, c'est « Tu n'as pas fait de bêtises, Gus ?» Et déjà, la presse pose des questions. Ses camarades le soutiennent. Gus a failli disparaître. Mais dans son dos, on dit « Gus a foiré ». Quand Betty Grissom et ses enfants retrouvent Gus, elle réalise que la fête prévue n'aura pas lieu. Elle n'a droit qu'à un repas à la cantine du cantonnement et une nuit dans un motel. Les journalistes ne parlent que de la trappe. Betty est outrée, mais fait bonne figure malgré la froideur des autorités.
elle a de la peine pour Gus. Nulle visite à la Maison Blanche, pas de Jackie ni de parade. Betty est en larmes. Seize jours à peine après le vol de Grissom, le commandant German Titov effectue 17 rotations pendant 24 heures à bord de Vostok 2. C'est la réponse des Soviétiques. Nous sommes toujours les plus forts. Contrairement aux Américains, les Russes divulguent seulement quelques pauvres images mises en scène. Et ils s'abstiennent de commenter les nausées qui ont affecté Titov lors des 25 heures de vol. Si les Russes maîtrisent la puissance des fusées, leurs capsules Vostok sont lourdes et massives. Mais ils ont toujours un coup d'avance. Newspaper headlines tell the story. German Titov of Russia returns to Earth after orbiting the globe 17 times in a little more than 25 hours. I think it's about time America woke up and did something about it. Britain, we should do everything possible to make any sacrifice to help our country get up there too. And we certainly need to start working hard to catch up. Une semaine plus tard, au matin du 13 août 1961, les troupes soviétiques construisent le mur de Berlin, séparant la ville en deux zones. Kennedy ne bouge pas devant l'audace de Khrouchtchev. Alors Moscou entreprend de déstabiliser le programme spatial de l'Amérique. Un livre, publié en Allemagne de l'Est, révèle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ingénieur von Braun a fabriqué les missiles V2 d'Hitler pour bombarder l'Angleterre. On y apprend que le savant allemand et ses ingénieurs nazis ont été recrutés par l'armée américaine et envoyés aux États-Unis pour construire des fusées. Le savoir-faire des Américains, mais aussi des Russes, provient des technologies développées sous le Troisième Reich. Von Braun poursuit son objectif de conquérir la Lune et devient le maître d'œuvre du programme spatial américain. C'est lui qui a mis au point la fusée Redstone de Shepard et de Grissom. Mais von Braun est désormais citoyen américain et la tentative de déstabilisation des Soviétiques tourne court. Après le succès de Titov, la NASA n'a plus le choix. Elle doit prendre le risque d'un vol au-delà de l'orbite terrestre. Pour cela, elle mise sur une fusée maudite, à l'origine de beaucoup d'accidents, le lanceur Atlas. Pour l'honneur de la NASA, du programme spatial et de l'Amérique, l'astronaute John Glenn accepte. The John Glenn story. Glenn, un ancien pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et de la Corée, natif de Cambridge, dans l'Ohio, va entrer dans la légende avant même d'avoir fait son premier vol. À 40 ans, il est détenteur du record de vitesse supersonique entre Los Angeles et New York en 3 heures et 23 minutes. 9 a.m., Marine Airman Major John Glenn begins an attempt at a supersonic transcontinental flight. His Crusader jet camera plane leaves Los Alamitos, California, headed non-stop for New York. 2,400. La NASA fait de lui son héros, car elle en a besoin pour affronter, en un combat singulier, digne des chevaliers, le rival russe. Les journalistes ont envahi sa ville natale et traquent les témoins de sa vie. John played football right here on this field. He was an excellent student, or an example for all Americans to follow. Le vol est programmé pour le 20 décembre 1961. C'est le cadeau de Noël de la NASA.
Mais mauvais temps et problèmes techniques repoussent le décollage au 20 février 1962. Son vol sera déprogrammé à 9 reprises. Pour Noël, il reçoit des dizaines de milliers de lettres. Et la foule campe toujours sur les dunes de Cap Canaveral. Le 19 février 1962, Glenn s'endort dans le hangar S, l'antre de la NASA. La nuit est calme, bercée par Madame Butterfly, son air favori. Le matin du 20, Glenn se lève à 1h30. Filet de bœuf et œufs brouillés en compagnie de Dick Slayton, le prochain inscrit sur la liste des départs. Dolores O'Hara, l'infirmière, est une des seules femmes admises au hangar S. Pas un examen, pas une prise de sang sans elle. Elle est leur confidente. Ce jour-là, elle dissimule tant bien que mal la gravité de l'instant. Glenn se passe et repasse mentalement la checklist et étudie les bulletins météo. À 5 heures du matin, la centaine de personnes présentes l'applaudit. Walter Cronkite back at the CBS News Control Center at Cape Canaveral. A wind of around 15 knots, which is just about the maximum for a permissible safe flight. À 2 heures du décollage, Glenn s'attache à accomplir de petits gestes familiers, comme ajuster son microphone. Dans la capsule qu'il a surnommée Friendship 7, un miroir lui permet de voir le ciel. L'astronaute Carpenter le met en relation avec son épouse et ses 2 enfants. Annie tient le coup devant sa télévision à Arlington. La famille est soudée comme jamais. Carpenter, son vieil ami, sa doublure, lui souhaite bonne chance et entame le décompte final. The external umbilical cord has now been removed from the Atlas missile. We notice that several of the secretaries of the Space Administration have their heads bowed in a prayer for the astronaut. T-minus 10 seconds, counting. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Lifted off from the pad and is rising steady into the sky. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Going straight up into the sky. Roger,
c'est toute la géographie du globe qui s'offre à lui. John photographie avec un appareil acheté à la supérette du quartier. Contrairement aux pilotes de chasse, qui ne parlent que par monosyllabes, John décrit ce qu'il voit. Lors de la première rotation, il assiste au coucher de soleil au-dessus de l'océan Indien. Une fine ligne bleue marque l'horizon. Puis l'eau émeraude des Bahamas apparaît lorsque la nuit s'estompe. Les sommets neigeux, les volcans, les orages, les lumières des villes. « 89 minutes plus tard, au deuxième tour, Glenn est aveuglé par des milliers d'épingles agglutinées contre son hublot, des lucioles, comme des signes d'extraterrestres. Le phénomène disparaît, puis revient. La salle de contrôle s'inquiète. Soudainement, un, puis deux impacts. Les ingénieurs de la NASA décèlent un problème. En raison du bouclier thermique mal arrimé, le vaisseau risque la désintégration en rentrant dans l'atmosphère. On précipite son retour. L'astronaute traverse une boule de feu. Son cœur bondit à 109 battements. Tout le monde est suspendu au signal radio. Shepard multiplie les appels, les supplique. Main chute is on green. Chute is out in reach condition at 10,800 feet and beautiful chute. La salle exulte. Le cœur de Glenn bat à 134 battements minutes. À l'amérissage, John Glenn fait un signe codé à destination d'Annie, son épouse. « Annie, je t'aime. » Les matelots du bateau tracent à la peinture le point même où Glenn a posé les pieds pour en garder le souvenir. Le destin de John Glenn va être bouleversé. Bientôt, il quittera la NASA pour devenir sénateur et soutien de Bobby Kennedy dans ses campagnes électorales. John H. Glenn, Jr., United States Marine Corps. À Washington, il est accueilli par 250 000 personnes et 4 millions d'Américains à Broadway. Sa présence électrise les foules. Il est le symbole de l'Amérique qui gagne. Avec ce vol, le retard avec les Soviétiques se résorbe. Et à travers Glenn, l'Amérique retrouve un héros. Cette reconnaissance du peuple américain, ils en rêvent tous. Mais au cours d'un check-up de routine, Deke Slayton est interdit de vol en raison d'un problème cardiaque. Grâce à John Glenn, il devient responsable des astronautes de Mercury. Néanmoins, il reste au pied de la gloire. Et c'est Scott Carpenter qui reprend sa mission. Scott doit reproduire le vol de John en bouclant 3 orbites autour de la Terre. En outre, il est chargé de tester de nouveaux aliments, du jambon sous vide dont la radioactivité permet de suivre la progression dans son estomac. Mais c'est Renée, son épouse, qui profite de sa notoriété. Blonde et chic, elle devient l'icône des magazines de la côte Est. En privé,
le président Kennedy estime qu'elle est la plus sexy des femmes d'astronautes. Renée a décidé de reprendre en main son image en défiant les barons de la NASA. Passant outre le contrat avec Life, elle va écrire elle-même son histoire avec Scott. Elle veut être la première à assister au départ de son mari avec leurs enfants depuis Cap Canaveral, où les épouses sont pourtant proscrites. J'ai toujours partagé les moments difficiles avec Scott. Lorsqu'elle se réveille le matin du lancement, Scott n'est plus là. Elle entraîne le photographe qui la suit en permanence sur la plage pour voir le départ de la fusée. Les photos n'en seront que plus belles. En orbite, à 28 000 km à l'heure, Carpenter s'amuse. I have the Fireflies. Sous le charme des images qu'il découvre, il perd la notion du temps et consomme trop de carburant. Et lorsqu'il déclenche ses rétrofusées avec quelques secondes de retard, il n'a plus assez d'énergie pour corriger sa trajectoire de descente. À 400 km du lieu initialement prévu, Carpenter dérive. Son silence s'éternise. On a perdu un astronaute. Mais Renée, en bonne épouse d'aviateur, n'y croit pas. Un pilote n'est jamais mort avant que l'on identifie son corps. Et elle n'est pas du genre à broyer du noir. On localise le radeau de Carpenter quelques heures plus tard. Hilar, il salue les secours d'un air détaché, caméra à la main. La NASA ne lui pardonne pas sa désinvolture et un bureaucrate affirme que Carpenter ne volera plus jamais. Car désormais, les caprices des astronautes du programme Mercury indisposent en haut lieu. Si Carpenter a failli, c'est qu'il avait la prétention de se substituer à la machine en pilotant lui-même. Grâce à la popularité de Renée, les Carpenter sont reçus à la Maison-Blanche. Renée deviendra productrice de télévision et sera aux côtés de Bobby Kennedy le jour de son assassinat. En juillet 1962, le siège de la NASA est transféré à Houston, au Texas. La médiatisation de ces astronautes éclipse les soviétiques. L'humiliation des Spoutnik est en passe d'être vengée par de simples pilotes de chasse devenus, grâce au magazine Life, de véritables stars, et par leurs épouses attachées aux privilèges et aux cadeaux qu'elles reçoivent. À Cuba, pendant les 13 jours de la crise des missiles, Kennedy fait plier Khrouchtchev et, aux yeux de son opinion, il sauve la paix.
La réponse des Soviétiques sera la première femme de l'espace. Et elle s'appelle Valentina. Valentina Tereshkova. Elle a 26 ans. C'est une jeune ouvrière du textile que Khrouchtchev a choisie lui-même. Mais Valentina est avant tout un objet de propagande. Elle montre au monde entier que la femme soviétique est la plus moderne et la plus émancipée. René Carpenter le souligne, l'image de la femme américaine apparaît bien rétrograde. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why 35 years ago fly the Atlantic? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Dorénavant, 9 nouveaux astronautes ont intégré le programme spatial. Aux côtés de militaires, on trouve géologues, médecins et physiciens. Parmi eux, Neil Armstrong, un jeune pilote d'essai venu de l'Ohio. Avec lui, Frank Borman, James Lowell, Ed White, tous sélectionnés pour le nouveau programme Gemini. Les 7 pionniers de Mercury ont rempli leur rôle. Ceux de Gemini et Apollo prennent le relais avec pour mission la conquête de la Lune. There's a feeling that's inside of me, feeling like a melody, just like a flame. There's a reason in the things I do, feeling like it's very true, not like a game. Feel the gift, you know that I receive, that is what I believe, and I do. Feeling like the very heart of me, it is just a part of me. We choose to go to the moon. En 1962, le président Kennedy avait promis qu'un Américain irait sur la Lune à la fin de la décennie. Après son assassinat à Dallas, en novembre 1963, Lyndon Johnson lui succède. Depuis 14 mois, aucun vaisseau spatial américain ni russe n'est allé dans l'espace. Pour l'heure, la bataille entre les deux grands se joue dans le secret des centres de recherche. Le 8 avril 1964, la NASA lance son deuxième programme, Gemini. Un pas essentiel avant le programme Apollo qui enverra 2 hommes sur la Lune, et ce, avant les Soviétiques. Les conquérants de l'espace sont une trentaine. Aux 7 pionniers du programme Mercury se sont rajoutés 9, puis 14 candidats. Dick Slayton, le patron des astronautes, charge Gus Grissom de défendre les intérêts de ses camarades pilotes dans l'élaboration du programme Gemini. Il est loin le temps où la NASA rendait Grissom responsable de la perte de sa capsule dans l'océan 4 ans auparavant. À l'initiative de Grissom, les commandes des vaisseaux spatiaux sont modifiées afin que les astronautes reprennent le contrôle de leur vol. Ils entendent être des pilotes et non les passagers de leur véhicule.
L'objectif du programme Gemini est de réaliser le rendez-vous de 2 capsules, puis leur arrimage l'une à l'autre. Et enfin, la sortie d'un homme dans l'espace, prélude à un alunissage réussi. Le départ de Gemini 3 avec 2 hommes à bord est annoncé pour le 23 mars 1965 depuis Cap Canaveral, rebaptisé Cap Kennedy. Mais 5 jours avant ce premier vol, les Soviétiques placent sur orbite Alexei Leonov. The Russians surprised with another first in the person of Alexei Leonov, who they say became the first man to walk around in space. Toujours plus vite, toujours plus haut. 200 km d'altitude à 28 000 km à l'heure. Un homme flotte pour la première fois dans l'espace. Une sortie de 10 minutes seulement, mais les Soviétiques démontrent qu'ils sont toujours en avance sur les Américains. Désolé, ironisent les journaux de Moscou, mais c'est la Lune que nous visons. Le 23 mars, la NASA met Gemini 3 sur orbite. Grissom est contraint d'en prendre les commandes, car Alan Shepard, le pionnier de l'espace, a été écarté pour raison de santé. Après son vol de 1961, Grissom est le premier astronaute à effectuer une 2e mission. 45 millions de téléspectateurs regardent le départ de la fusée Titan II qui emporte Grissom et John Young, le second astronaute. Cinq heures durant, les 2 astronautes, figés sur le même siège, testent la capsule, modifiant la trajectoire. Tantôt plus haut, tantôt plus bas. Des avancées essentielles pour la poursuite du programme spatial. Aujourd'hui réhabilité, Grissom a regagné la confiance de ses patrons. Et il est désormais en bonne position pour faire partie de l'équipage qui partira sur la Lune. En bon politique, le président Johnson entend profiter du succès de la mission. À Grissom et Young, il déclare « Le pays est fier et vous en est reconnaissant ». À la NASA, les ingénieurs décident de précipiter leur programme. Piqués au vif par les succès soviétiques, les Américains anticipent la sortie d'un des leurs dans l'espace au mois de juin 1965. Les 2 astronautes de la mission Gemini 4, James McDivitt et Ed White, ont fait leurs études ensemble à l'Université du Michigan. Étant donné l'urgence du départ, ils suivent une formation accélérée. Pour sortir dans l'espace, Ed White porte une combinaison isolée par 21 différentes couches de matériaux. Il y fera 120 degrés au soleil pour moins 100 à l'ombre. Une autre de leurs tâches sera de tester à bord différentes nourritures pour les voyages de longue durée. Le 3 juin 1965, Gemini 4 est sur orbite pour 4 jours, le plus long vol entrepris par la NASA à cette date-là. Guys, report to Bill. Looks like the trajectory looks very, very close to right on the novel. That's good. Flight staging, and it's been confirmed here on the ground. That looks good. À Cap Kennedy, Patricia et Pat, leurs épouses, sont admises dans la salle des transmissions. And here comes Mrs. Pat McKittrick, the wife of astronaut command pilot James McKittrick. We'd like to find out how you're feeling. Fine. And what are you going to do here today? What's your reason for coming here? Check on what Jim's doing.
I haven't made any yet. Jim? Jim? Huh? Do you hear me? Roger, I can hear you loud and clear. Well, you're doing great. Yeah, we seem to cover a lot of territory up here. How are you? I'm fine, and how are you? Good. How are the kids making up? Fine, fine. They think you're at the Cape. Après 3 rotations autour de la Terre, entre Hawaï et le Mexique, White se glisse hors du vaisseau, retenu par son seul cordon de 8 mètres de longueur. And you did, Jimbo? Well, you know, I can't see it on the freezer. Don't sweat it. I'll come over to you. Okay, I rolled up and I'm rolling to the right now. Under my own influence. There goes this. Looks like a thermal glass, Jim. It is. Now I've come above the space draft. I'm going to back down now. I'm under my own control. Okay, I'm coming over. Il effectue des pirouettes enfantines au moyen de son propulseur à oxygène. 12 minutes de béatitude. Je voyais le contour des villes, les routes, le sillage des bateaux sur la mer. Texas, remote your air to ground. California, go local. You got about 5 minutes. Et lorsque Grissom, depuis la salle de contrôle, lui donne l'ordre de réintégrer le vaisseau, White, en proie à l'ivresse de l'espace, le ressent comme le moment le plus triste de sa vie. The flight director says get back in. Okay. Where are we over now? I don't know. We're coming over to the west there. They want you to come back in now. Back in? Back in. Coming in. La mission de White et McDewitt représente une étape importante vers la conquête de la Lune. Lyndon Johnson est comblé. En Ed White, il voit un héros, son Christophe Colomb, comme John Glenn a été celui de Kennedy avec Mercury. For what you've done and particularly for your safe return. You've both written your names in history and in our hearts. L'ingénieur Von Braun, l'âme de la NASA, travaille parallèlement au prochain programme Apollo. Il y conçoit la fusée Saturn V. 111 mètres de haut et 2900 tonnes de poussée à l'allumage, destinée à lancer les vaisseaux qui iront sur la Lune. 3 650 000 litres de carburant sont nécessaires pour alimenter les moteurs, soit l'équivalent de 100 wagons-citernes. Toute l'Amérique de l'aéronautique est mobilisée. Le premier étage est construit par Boeing, le second par North American Rockwell, le troisième par McDonnell Douglas. Quant à IBM, il conçoit les ordinateurs, véritable cerveau de la mission. En quelques mois, la durée des vols va s'allonger. Et pour distraire les astronautes, la NASA établit un programme musical. La responsable écarte la musique classique qui rend les occupants neurasthéniques et privilégie les variétés à la mode. Ils en auront besoin, car la prochaine mission Gemini va durer 2 semaines. 2 capsules lancées à 11 jours d'intervalle voleront sur la même orbite pour leur premier rendez-vous. Après 2 tentatives de départ ratées, Gemini 6 et 7 se rapprochent à 40 mètres l'une de l'autre. Puis à moins d'1 mètre,
si près que les 4 astronautes peuvent se saluer de hublot à hublot. Lowell, Schirra, Stafford et Borman. Ensuite, Schirra et Stafford rejoignent la Terre, tandis que Lowell et Borman continuent leur périple pour 2 longues semaines, pendant lesquelles on contrôlera l'adaptation de leur organisme dans un environnement inhabituel. À la veille du retour de son mari, Suzanne Borman achète l'arbre de Noël de la famille. Cette longue soirée de prière avant de revoir Frank, elle l'appelle la veillée de la mort. Leurs angoisses, les épouses d'astronautes doivent les garder pour elles seules, au risque de nuire à la carrière de leurs maris qui ont besoin de femmes fortes à leur côté. Were you able to talk with your husbands today? No. Oh, no. There are no plans for that. Did you send them any messages? Oh, they got word through that we were there. Did you have anything to say to them? No. Le retour s'effectue sans histoire. Mais le vol a été éprouvant. Les astronautes étaient dans l'incapacité de déplier leurs membres. Frank Borman, le dur à cuire de l'équipe, en ressort très affaibli. En privé, le patron de la NASA se méfie du silence des Soviétiques et avoue au président Johnson: si nos adversaires gagnent la bataille de la Lune, le prix politique à payer sera considérable. C'est cet homme qui sera, en juillet 1969, le premier à poser le pied sur la Lune, Neil Armstrong. Il ne le sait pas encore. En rêve-t-il vraiment? À 35 ans, Neil fait partie des 9 du programme Gemini depuis 1962. C'est un civil et il va effectuer son premier vol spatial en compagnie de David Scott. C'est grâce à son sang-froid que les 2 hommes reviennent sains et saufs et que la NASA va le choisir. À bord de Gemini 8, Armstrong et Scott ont la tâche d'arrimer 2 vaisseaux ensemble. Le premier, appelé l'Agena, décolle sans passagers. 90 minutes plus tard, c'est au tour de Gemini 8. Armstrong et Scott rejoignent l'Agena 5 heures plus tard. Okay, Gemini 8, we have TM solid. You're looking good on the ground. Go ahead and dock. I think we're going to hold off this SBC thing until he does get docked. Okay, go ahead with your memory compare. Man, that's great. Man, that's... Les 2 astronautes réussissent l'arrimage de leur capsule Gemini à l'Agena. Mais soudain, les 2 monstres de 8 tonnes entament une rotation folle. Des embardées frénétiques. If you run into trouble, just send in command 400 to turn it off and take control of the spacecraft. Did you copy that? En pilote d'essai chevronné, Armstrong garde son sang-froid et détache les 2 vaisseaux. En vain, la perte de contrôle persiste. Le problème ne vient pas de l'Agena, mais bien de leur propre capsule. Les 2 hommes sont à la limite de perdre connaissance. Et pour éviter la panique,
Houston coupe toute communication avec Janet et Barbara, leurs épouses. Lorsqu'Armstrong enclenche les moteurs de retour, la danse infernale s'arrête. Ils sont sains et saufs. Ils traversent la nuit, survolant le Congo et l'Afrique, avant d'amérir 35 minutes plus tard à 800 km du Japon. Les missions de l'année 1966 mettent à jour de sérieux problèmes lors des sorties d'astronautes dans l'espace. L'un a du mal à réintégrer la capsule, l'autre, en panique, perd conscience. Les ratés se multiplient et l'abandon pur et simple du programme Lune est envisagé. Il reste un dernier vol pour dissiper les craintes des ingénieurs. Gemini 12. Pour sa mission, Buzz Aldrin innove en s'entraînant en piscine. Avec talent et intelligence, il corrige et améliore les performances de ses prédécesseurs. Il opère avec succès 3 sorties, dont une de plus de 2 heures pendant laquelle il câble, dévisse et installe. Il fait preuve d'une telle maîtrise que le processus est relancé. À bord de sa capsule, Aldrin exécute le premier selfie de l'espace. Ensuite, il enchaîne l'amarrage de 2 vaisseaux. Avec le succès de ce vol, il se positionne à son tour en bonne place pour la Lune. En 1967, l'Amérique de Lyndon Johnson voit la guerre du Vietnam rivaliser avec de violentes révoltes raciales. À 18 mois des élections, Johnson, le président en difficulté, espère un succès spectaculaire dans le domaine spatial pour assurer sa réélection. Des études montrant qu'un nombre croissant d'Américains privilégient la lutte contre la pollution et la pauvreté à la conquête de la Lune. We need that money for other things instead of going on the moon. What's the purpose? So I think there's a purpose right here on Earth. How many launches have you seen? Close to 10, I think. You get kind of tired of them? After a while, they do get boring. Le président s'impatiente et la Maison-Blanche fait pression sur la NASA. Pour le premier vol du programme Apollo, ont été retenus Ed White, le premier Américain à être sorti dans l'espace, Roger Bruce Chaffee, un des 9 nouveaux arrivants, et Gus Grissom, l'ancien, âgé de 40 ans, pour sa 3e mission. Grissom, le malchanceux et attachant astronaute, n'en dit rien à personne, mais il a d'ores et déjà été désigné pour être un des 3 premiers hommes à mettre le pied sur la Lune. Apollo 1 est la mission la plus chère effectuée par la NASA. Les retards s'accumulent et les nombreuses pannes inquiètent Gus Grissom. Ce sont des problèmes électriques qui affectent le bon fonctionnement des essais. Il doute de la fiabilité de la capsule. Le cahier des charges imposé aux fabricants n'est pas respecté. Aux journalistes qui s'en émeuvent, Grissom se contente de sourire. À 18h31, Grissom, White et Chaffee marchent vers leur destin. Rempli d'inquiétude, Grissom a la tentation de dénoncer le programme, mais il accepte de se prêter à une ultime répétition dans les conditions d'un lancement véritable. Betty, son épouse, lui a dit « Gus,
Si tu as des doutes, promets-moi de renoncer. Les 3 astronautes meurent brûlés vifs en quelques secondes. L'oxygène pur s'est enflammé suite à un court-circuit. À Houston, siège de la NASA, tous sont effondrés. America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. Virgil Gus Grissom, 40 years old, Edward White, 36 years old, and rookie astronaut Roger Chaffee, 31 years old. C'est l'épouse de Shira qui annonce la nouvelle à Betty Grissom. Celle-ci reste digne. Martha Chaffee, elle, murmure « J'ai compris, mais j'avais besoin de l'entendre. » Quant à l'épouse de White, elles fond en larmes. En tant que veuve de l'astronaute le plus âgé, Betty Grissom insiste pour obtenir des obsèques nationales au cimetière d'Arlington. Et c'est elle qui mène le cortège. À une demi-heure d'intervalle, en présence du président Johnson, Gus Grissom et Walter Chaffee sont inhumés côte à côte. Les astronautes de Mercury encadrent le cercueil. Shepard, présent. Glenn, présent. Carpenter, présent. Slayton, présent. Au bras de Walter Schirra, Betty les observe et se dit « Ils savent que Gus était le meilleur d'entre eux. » Elle est habillée en bleu marine, car Gus détestait le noir. Il lui avait aussi demandé de faire la fête s'il venait à disparaître. Ça tombait bien, elle ne voulait pas endosser le voile d'épouse éplorée. Patricia, la veuve de White, a assisté aux enterrements de Gus et Chaffee. Mais elle a tenu à ce qu'Ed soit inhumé à West Point, l'école militaire où elle et lui s'étaient rencontrés. La cérémonie se déroule en présence des plus proches. Armstrong, McDewitt, Aldrin, Borman et son épouse. Patricia White ne cesse de répéter « Qui suis-je désormais? Qui suis-je » La capsule s'est embrasée en raison d'un court-circuit. L'enquête établit que le montage de l'installation électrique était bâclé, que l'oxygène pur dans la capsule était une hérésie et qu'il fallait plus d'1 minute pour évacuer celle-ci. La NASA est mise en accusation pour conflit d'intérêts entre certains directeurs et des industriels de l'aéronautique. Mais on peut chercher les responsables jusqu'à la Maison-Blanche.
les 5 prochaines missions Apollo se feront sans astronautes à bord. Les ingénieurs reprennent tout à zéro. Panne de réacteur, court-circuit, défaillance qui défie la raison. Et le programme Apollo peut reprendre son cours. Le 24 avril 1967, le cosmonaute soviétique Komarov s'écrase à bord de sa capsule Soyouz. Quant au premier héros de l'aventure spatiale, Yuri Gagarin, il disparaît à son tour lors d'un vol d'entraînement. Depuis la disparition de Khrouchtchev et la mort de leur stratège Korolev, la conquête de la Lune semble s'éloigner pour les Soviétiques. Le 11 octobre 1968, plus d'1 an et demi après le drame d'Apollo 1, Walter Schirra s'envole pour 11 difficiles journées. Il s'agit là du premier vol habité depuis la catastrophe. Apollo 7 doit enchanter l'Amérique, après une année 1968 douloureuse, qui a vu les assassinats de Martin Luther King et de Bobby Kennedy. Un mois plus tard, l'Amérique élit son nouveau président, Richard Nixon. Dans le désert du Nevada, les astronautes s'initient aux techniques d'exploration lunaire. Le vol Apollo 8 qui se profile est sous tension. Les Soviétiques seraient sur le point de lancer vers la Lune une fusée géante, révèle la CIA. Dans l'urgence, la NASA ne respecte pas la trêve de Noël et le lancement est programmé le 21 décembre 1968 avec Frank Borman comme commandant, accompagné de William Anders et James Lovell, à bord de la fusée conçue par Von Braun, la plus grosse jamais imaginée, Saturn V. Leur mission ? Naviguer autour de la Lune et photographier pour la première fois sa face cachée. Une épouse d'astronaute a l'habitude de dissimuler sa peur. Mais depuis la mort de Grissom, Suzanne Borman s'est mise à boire. La mission Apollo 8 la panique. La NASA leur donne 50% de chance de revenir vivants. Elle est persuadée que Frank ne reviendra pas. Elle a déjà rédigé son oraison funèbre. Frank promet alors à Suzanne de quitter la NASA à l'issue de sa mission. I'd love nothing better than to make a beautiful, profound statement for you that would be earth-shaking for everyone, but I'm just speechless. This hasn't sunk in yet to me, and how about just a big smile? Yes, I can muster a big smile. Le dimanche matin, Suzanne s'est confessée. Puis elle s'est couchée, prostrée, la tête dans l'oreiller et l'écho des transmissions radio en sourdine. Lorsqu'il écarte le volet, Frank Borman entrevoit la Terre dans son intégralité. Je vois Cuba, la Floride et l'Amérique centrale. Le vaisseau exécute 3 tours autour de la Terre, puis direction la Lune. Nous sommes le 24 décembre, la veille de Noël sur Terre.
slowly traveler from another planet, what I think about the Earth from this altitude, whether I think it'd be inhabited or not. You don't see anybody waving, is that what you're saying? La Lune est si proche qu'elle écrase la vue des 3 astronautes. La capsule gravite en orbite lunaire à 365 000 km de chez eux. I think the best way to describe this area is a vastness of black and white. Lonely, forbidding type existence or expanse of nothing. And to make you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space. Un humain va découvrir la face cachée de la Lune. À partir de ce moment, les communications s'arrêtent. Apollo 8 disparaît des radars. Un silence interminable. Mais Suzanne Borman, elle, se moque bien de la Lune et du Père Noël. Ce qu'elle veut, c'est que Frank revienne sain et sauf. Pendant que sur Terre, des millions d'humains font la fête, les occupants d'Apollo 8 s'émerveillent. La soirée de réveillon est frugale, des croquettes et un soda, ainsi en a décidé Borman. Merry Christmas and God bless all of you on the good Earth. Bill says we're in a period of relaxed vigilance. Very good. We'll relax, you be vigilant. Le sol lunaire leur apparaît comme une surface sombre et poussiéreuse, trouée par les météorites. Ils ont pour mission de localiser un site pour l'alunissage de la future mission Apollo 11. Ce sera la mer de la tranquillité. Le premier lever de terre vu depuis la Lune est un éblouissement. Nous sommes partis découvrir la Lune et nous avons découvert la Terre, s'exclame Anders. Fébrile, il prend une première photo en noir et blanc, puis Borman la seconde en couleur. Le retentissement de la mission est considérable. 1 demi-milliard de téléspectateurs de par le monde. Mrs. Borman, the flight's over. What is it? I'm taking each happy moment as it comes, and this is my happiest, I assure you. There really is a Santa Claus, and my husband said it, and it sounded marvelous. Quant à Frank Borman, il tient la promesse faite à Suzy. Il se retire de la NASA et devient conseiller spécial de Nixon pour les affaires spatiales. Avec la mort de Grissom et le retrait de Borman, Neil Armstrong devient le premier astronaute qui foulera le sol lunaire. Issu de l'Amérique profonde, cet étudiant méritant a été pilote de guerre en Corée. Personne ne sait que cet homme silencieux et peu charismatique fait alors le deuil de sa petite fille de 2 ans. Armstrong ne sera jamais l'idole des foules. C'est un civil parmi les militaires, ce qui comble le président Nixon qui ne souhaite pas que la conquête de la Lune soit vue comme un acte de guerre. Mais plus que tout, Armstrong a les compétences et le sang-froid nécessaires. Most people will be wondering, well, what does it look like out there, or what do you see? My wife and children. Buzz Aldrin et Michael Collins complètent l'équipage.
Collins restera à bord du vaisseau Columbia et Aldrin accompagnera Armstrong sur la Lune dans un module à 4 pattes en forme de scarabée, le LEM. Grumman, le fabricant de cette machine bardée de boutons, de pressoirs, de clignotants, le teste depuis plusieurs années déjà dans son laboratoire. Un engin aussi léger qu'une feuille de papier à cigarette. De ces simulations dépend l'issue heureuse de la mission. Et dans un hangar, Armstrong et Aldrin répètent inlassablement les gestes qui leur permettront de faire face à toute éventualité. Des images reconstituées de la Lune dans un décor réaliste, proche de celui que l'on découvrira 3 ans plus tard. Le lancement de la mission Apollo 11 est fixé pour le 16 juillet 1969. En cas de catastrophe, le protocole a envisagé toutes les hypothèses. Nixon s'adresserait à la nation, les télévisions arrêteraient de retransmettre les images et les liaisons entre les astronautes et leurs familles seraient interrompues. Seul un prêtre garderait le contact avec eux. À l'aube du 16 juillet 1969, 1 an et demi avant la date fixée par Kennedy, la fusée Saturn V se dresse dans le ciel. À son sommet, la capsule Columbia, puis le LEM, le module d'alunissage Eagle. L'émotion est palpable aux 4 coins du globe. Sur les plages de Floride, 1 million de personnes. Et au Cap, 5000 invités et 3500 journalistes suivent Apollo 11. Il est prévu de déposer dans la poussière lunaire, en hommage aux martyrs de l'espace, 2 médaillons pour les cosmonautes russes Yuri Gagarin et Vladimir Komarov et une plaque dédiée aux morts d'Apollo 1. Dans leur sacoche personnelle, chacun emporte différents objets destinés à offrir à leur famille et amis à leur retour. Des épingles à cravate, des boutons de manchette, des croix, le bracelet d'une mère et des drapeaux. Et Aldrin a dissimulé un peu de vin dans un calice et du pain pour la communion qu'il tient à célébrer. Wernher von Braun, le père de la conquête spatiale, assiste à l'accomplissement d'une vie. À 9h32, heure du Cap, Saturne V décolle.
11 minutes après le décollage, la capsule entame un tour et demi autour de la Terre, puis elle se détache du 3e étage de la fusée Saturne V. Accompagnée par la musique de Dvorak, choisie par Armstrong pour combler sa solitude. « 76 heures plus tard, Columbia est en orbite autour de la Lune à 380 000 km de la Terre. Le 20 juillet 1969, à leur réveil, les astronautes ont avalé une tasse de café et grignoté du bacon à peine chaud. Armstrong et Aldrin intègrent le LEM et s'harnachent à leur poste. À 13h11, Collins, seul dans Columbia, les regarde entamer la descente. « Faites attention à vous, les gars. À tout à l'heure, » répond Armstrong. Capcom, we're go for undocking. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. You're looking great. How you doing, Control? We look good here, fine. Roger, how about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. 2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag. 47 degrees. Roger. 47 degrees. 2 heures plus tard, à 1800 mètres au-dessus du sol lunaire, l'ordinateur d'Eagle lance une alerte. « Ce n'est rien, on continue », les rassurent les ingénieurs depuis la Terre. À 30 mètres du sol, il survole un vaste cratère, entouré de pierrailles. L'ordinateur a laissé passer la zone d'alunissage de plus de 6 km. L'alarme se déclenche à plusieurs reprises. Neil Armstrong réagit et prend les commandes. Aldrin fait une prière. Eagle n'a plus qu'1 minute de carburant. Armstrong cherche un lieu où se poser. L'expérience du pilote est décisive. Il ne reste que 30 secondes. Contact light. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. The epic journey of Apollo 11. Today, a landing on the moon. Il faut attendre quelques heures encore avant l'ouverture de la porte. Aldrin sort son calice et célèbre la communion. S'ensuivent de longues secondes d'attente au bas de l'échelle avant qu'Armstrong ne pose le pied. Neil dira qu'il a récité une prière pour honorer une promesse faite à sa grand-mère. That's one small step for man, one giant leap for mankind. I only go in all fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprints of my boots and the treads and the fine sandy particles. Okay, your bliss looks like it's clear and okay. The toes are about to come over the sill. Okay, now drop your bliss down. There you go, you're clear. Armstrong filme la descente d'Aldrin. Les deux astronautes foulent le sol lunaire. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Une désolation magnifique, constate Aldrin. For a flat
about 5 degrees over. Okay, that looks good there, Neil. Columbia, Columbia. Aldrin plante le drapeau américain. Sous la couche de poussière, le sol est dur. L'étendard flotte grâce à la baguette en métal qui le maintient. Le protocole exige qu'on le salue. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. Au même moment, le gardien du cimetière d'Arlington affirme avoir découvert un bouquet de fleurs fraîches, accompagné d'un mot où il était écrit « Ils ont réussi, président Kennedy ». Peu après, Richard Nixon, aux côtés de Frank Borman, devenu son conseiller spatial, les contacte. Le président rappelle qu'il faut redoubler d'efforts en faveur de la paix sur Terre. Sac sur l'épaule, il ramasse 22 kilos de cailloux lunaires. Au loin, la Terre leur apparaît immense et colorée. Voici la seule photographie d'Armstrong sur la Lune, en reflet dans le casque d'Aldrin. Le 21 juillet, après seulement 4 heures sur le sol lunaire, Armstrong et Aldrin rejoignent le LEM. Ils y passent une nuit glaciale, accroupis à même le sol. Pendant leur sommeil, à quelques centaines de kilomètres de là, la sonde soviétique non habitée Luna 15 s'écrase sur la Lune. Distancés dans leur compétition avec les Américains, les Russes avaient imaginé laver leur honneur en étant les premiers à rapporter des échantillons de roches lunaires. 21 heures après le premier pas d'Armstrong, on entame la procédure de retour. À nouveau, un suspense. Trois heures et demie de vol pour rejoindre Columbia. 60 heures de voyage ensuite. Le LEM, lui, mettra plusieurs semaines avant de retomber sur la Lune. À leur retour, les trois astronautes déclarent à la douane le contenu de ce qu'ils ont rapporté dans leur besace, à savoir de la poussière noire et des cailloux lunaires, à l'odeur métallique et âcre, comme de la poudre à canon. La télévision soviétique ne diffuse pas les images, mais une centaine de dirigeants, dont Brejnev, assistent au succès américain par écran interposé. 600 millions de personnes partagent cette page de l'histoire de l'humanité. Personne ne s'interroge sur l'absence de photographie d'Armstrong sur la Lune. Mais certaines voix murmurent qu'Aldrin, mécontent de ne pas être le premier, avait sciemment évité de faire des clichés de Neil.